Nous sommes en mai 2000 à Paris, dans un restaurant du 8e arrondissement. Bon, on part sur un rouge ou un blanc? Je sais que t'aimes pas le blanc, mais avec le poisson, c'est quand même plus adapté, hein. J'en sais rien, peu importe. Ah, à la bonne heure, peu importe. Difficile de se concentrer sur la couleur du vin, quand il reste 40 jours de cash sur les comptes de Calcou. Mais la levée de fonds? La levée se passe très mal. Si on conclut pas rapidement, tout va se casser la gueule. C'est le projet de ma vie. Le projet de ma vie entière est en train de prendre l'eau de partout. Pierre, allez, respire. Comment ça, respire? J'ai la boule au ventre comme le gamin, harcelé à l'école. Je suis tellement stressé que je dors plus la nuit. Je respirerai quand on aura réussi à lever. Je reviens. Je vais me passer de l'eau sur le visage. Prends le vin que tu veux. Mais t'es tout blanc? Pierre, s'il vous plaît, il fait un malaise. Le fondateur de Calcou, Pierre Chapaz, vient de s'effondrer au milieu du restaurant sous le regard ahuri et désemparé de son directeur marketing, Jérôme Mercier. Quelle pression s'exerçait-il sur lui à ce moment-là? Bienvenue sur l'histoire de Pierre Chapaz, l'homme qui fait de Calcou la plus belle start-up française des années 2000 pour une aventure qui, en vérité, n'aurait jamais dû se faire. Bienvenue sur l'apprenti. Avec l'apprenti, je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent en moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans, et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti est un podcast produit par Inspire Média. Pierre Chapaz naît à Toulon en 1959 d'une mère professeure de lettres et d'un père professeur de maths. On est vraiment dans l'enseignement. Très vite, il se place en tête de classe et excelle particulièrement en mathématiques. Après son bac, il entre en maths sup à Nice. Suite logique, sans mauvais jeu de mots. Soucieux de rester généraliste le plus longtemps possible, Pierre veut intégrer Centrale. Il sait qu'on y étudie de tout, donc il trouvera bien une matière qui l'intéresse plus que les autres. Pierre passe les écrits, puis profite de la pause avant les oraux pour une escapade en montagne. Passionné d'escalade et de montagne depuis son plus jeune âge, il entreprend l'ascension d'une paroi lorsque soudain, il est heurté de plein fouet par un rocher. Pierre décroche. Il se trouvait alors à 300 mètres du sol. Alors oui, ça pourrait être la fin de cet épisode. Mais miraculeusement, ce n'est pas le cas. Pierre Chapaz a survécu à cette chute d'une manière assez surréaliste. Il a atterri sur un arbre qui poussait à l'horizontale 20 mètres plus bas. Du jamais vu. Normalement, après un accident pareil, la vie a une toute autre saveur. Pierre Chapaz se rend donc aux oraux de Centrale en chaise roulante. Et il est reçu. Une fois diplômé, il fait taire la petite voix au fond de lui qui le presse de se lancer dans l'entrepreneuriat et devient le directeur marketing d'IBM en 1992. Il dirige alors une équipe de 200 personnes, un challenge, il est manager, qu'il trouve très motivant. Ses compétences indéniables lui permettent de se hisser au rang de directeur de l'ensemble de la communication et du marketing pour la France, la Belgique et la Suisse, poste qu'il occupe à partir de 1996. Avec ses collègues Jérôme Mercier et Sadek Chekroun, il réorganise le marketing IBM autour de l'avènement Internet. Pourtant, même si toutes ces activités sont loin d'être ennuyeuses, Pierre Chapaz sent qu'il manque un petit quelque chose à sa vie. Nous sommes alors en 1999 et le virus de l'entrepreneuriat revient le chatouiller. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il veut créer sa boîte, former une équipe et ne devoir plus rien à personne. Nous sommes en plein mois d'août 1999. La chaleur est écrasante. Pierre Chapaz est contacté par Dominique Vidal. Pierre, c'est Dominique Vidal à l'appareil. Comment tu vas? Oh, Dominique, ça va et toi? Très bien. Écoute, je vais droit au but, j'ai une proposition à te faire. Je suis investisseur sur le projet d'un mec assez brillant, Mauricio Lopez.
Le but, c'est de créer un comparateur de prix un peu comme, tu vois, MySimon aux États-Unis, mais en mieux. En gros, on utilise des algorithmes pour fouiller le web et fournir aux internautes un service gratuit de comparaison de prix en temps réel. C'est génial! Mauricio est brillant, il a plein d'idées, mais pour moi, ce n'est pas un leader. Je lui en ai parlé, et il a entendu mes arguments. D'ailleurs, il ne voit aucun inconvénient à ce que tu prennes le lead. Est-ce que t'es partant ? Bien sûr que Pierre est partant. Il a surtout hâte de rencontrer Mauricio, l'homme qui a eu la sagesse d'accepter les exigences de Dominique Vidal sur un projet dont il est à l'origine et sur lequel il travaille depuis de nombreuses années. Et ça ne loupe pas. Pierre Chapaz est scotché par Mauricio. Le projet correspond exactement à ses attentes. Ce n'est ni un site d'e-commerce, ni un portail, mais une technologie qui permet d'apporter une réelle nouveauté, un nouvel accélérateur pour le développement du commerce électronique. Via Dominique Vidal, Pierre rencontre également Rémi Amouroux et Christophe Audin, les compagnons d'origine et fondateurs de la technologie. Encore une fois, la rencontre est fructueuse. Les hommes décident de se lancer à corps perdu dans l'aventure, même si elle va apporter de l'instabilité dans leur vie. Chapaz, Lopez, Amouroux et Audin, nous sommes à l'automne 1999 et l'équipe de départ est quasiment constituée. Il faut savoir qu'à cette période, Pierre Chapaz est encore salarié chez IBM. Les heures qu'il passe à bosser sur Liberty Market, qui est le nom provisoire de la société, c'est la nuit et le week-end, évidemment sur son temps libre. Il doit donc d'abord élaborer un business plan afin de convaincre les investisseurs de s'engager sur un plus long terme. Pierre est sous pression. Il travaille alors avec Sadek Shekroun, le directeur marketing logiciel chez IBM. La théorie est simple et imparable. Derrière chaque visiteur apporté par Liberty Market, il y a un internaute animé d'une intention d'achat. Et cet internaute possède donc une valeur réelle pour laquelle les marchands vont se battre à tout prix. Et pour recruter l'internaute, le marketing prend alors le rôle de l'arme absolue, la communication publicitaire télévisuelle apportant généralement le coup de grâce. Problème ? Au moment où il rédige ce business plan, de nouveaux concurrents déboulent en masse sur le marché. Donc l'américain MySimon, les français Toubou, Buy Central, Le Négociateur, Promo Select et le suédois PriceRunner. Ils ne sont donc pas seuls. En plus, les concurrents français sont dirigés par des étudiants. Pierre et Sadek font alors figure de vétérans. Mais ils ont l'expérience en plus et de son côté d'ailleurs Pierre possède un charisme et une aisance à l'oral très utile. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'au moment du grand oral, Banexi, le fonds d'investissement, décide d'apporter un peu plus d'1 million d'euros au projet dans un tour total de 2 millions d'euros. Gonflé d'une énergie nouvelle d'ailleurs, Pierre Chapaz donne sa démission à IBM après cette nouvelle. Les parts de l'entreprise sont réparties de la manière suivante. 33% pour Mauricio Lopez, 33% pour Pierre Chapaz et 33% à partager entre Christophe Audin et Rémi Amouroux et Jérôme Lemercier, le nouveau directeur marketing. Banexi, le fonds d'investissement de BNP Paribas, apporte 60% des fonds levés et Innovacom, lié à France Télécom, 40% pour un total de 2,2 millions d'euros. L'investissement total est prévu en 2 fois, une première tranche en novembre, le solde en février-mars 2000. La valorisation avant investissement tourne alors autour de 4,5 millions d'euros. Nous voici maintenant en décembre 99. Mais pour Chapaz et son équipe, l'ambiance n'est pas vraiment aux fêtes de fin d'année. En effet, ils doivent sortir une V1 de leur site le plus rapidement possible afin de profiter de la période pour tester leur offre. Ils commencent par abandonner le nom Liberty Market afin de trouver quelque chose de plus court, plus efficace et plus accrocheur. Mais il faut bien le dire, l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Le brainstorming les mène parfois très loin. Ils notent bogos.com ou encore igral.com. Et puis sans doute sous le coup de la fatigue, après avoir passé 2 nuits à chercher des noms, Pierre pense qu'il a un coup de génie et s'exclame « J'ai trouvé ! Quelle époque !» De quoi ? Quelle époque ? Oui, j'ai entendu, mais Pierre, quel est le rapport ? Tu te rends pas compte ? Internet est une véritable révolution pour l'humanité. Non, tu te rends compte ? C'est juste pas possible, on peut pas s'appeler quelle époque ? Mais rien à faire, Pierre ne démord pas. Ouais, vous savez ce qu'on dit ?
Quand on a un problème d'inspiration, rien de mieux qu'une bonne douche. Non, sans rire. C'est là que surgissent les bonnes idées. Et ce fut le cas pour Pierre Chapaz. Une fois sous la douche, il repense à son dîner de nom et mesure l'erreur qu'il s'apprête à commettre. Jérôme, catastrophé, le rappelle et lui dit une liste de noms qu'il a notés. Pierre s'arrête sur quel coup, avec 2 O, une déclinaison tendance du quel coup, évidemment COUT, initial. Quel coup. Mais ouais, t'as raison. C'est ça, on fonce. Et en plus, le hasard veut que quel coup offre dans toutes les langues des associations mentales positives. Fin 99, Quel coup est une jeune société sans revenus, mais qui dispose de 2,2 millions d'euros en banque et qui affiche la ferme détermination de révolutionner les habitudes d'achat des internautes européens. Dominique Vidal, quant à lui, passe de plus en plus de temps au sein de la société. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour sortir le site avant Noël. Il est grand temps de profiter des promesses de l'e-commerce. La grande force de Pierre Chapaz, c'est son charisme. Or physiquement, il n'en impose pas. Par contre, grâce à son talent pour enthousiasmer les foules, il est capable de transmettre sa passion et de convaincre n'importe qui. Ainsi, il recrute chez IBM un DAF et un responsable commercial de haut niveau. Il leur laisse peu de temps pour se décider. Selon Pierre, c'est on le sent ou on le sent pas. Pas besoin de réfléchir des heures et de tortiller du c***. Enfin, c'est Dominique Vidal qui rejoint l'aventure en tant que directeur financier. Ce n'est pas anecdotique, car c'est le duo Chapaz-Vidal qui explique la réussite de Quel coup. D'un côté, on a le visionnaire passionné et proche des médias, de l'autre, on a l'homme des chiffres, efficace et discret. Un duo diablement efficace et performant. En mars 2000, l'équipe dirigeante de Quel coup prend sa forme définitive et rentre dans une période de croissance active, menant d'ailleurs de front divers projets. Le développement européen, la campagne de communication, le bouclage du premier tour de table, la préparation du second, la recherche de revenus et l'optimisation de la technologie et du site. Le montant du budget marketing d'ailleurs prévenu pour la France s'élève à 2 millions d'euros, dont 1 million carrément consacré à la seule campagne de lancement de mars 2000. Mais ce montant signifie aussi que la société dépense rapidement le capital levé quelques mois plus tôt et qu'il y a peu de garanties sur la pérennité de la boîte. En gros, Quel coup parie sur le bouclage rapide d'une levée de fonds plus conséquente. Chapaz déploie pour ça une stratégie de communication carrément offensive en diffusant en boucle pendant 1 mois un spot publicitaire de 8 secondes. Je cherche des coucous, alors je fais Quel coup et je les trouve au moindre coup. Quel coup trouve tous les meilleurs coups. À l'été 2000, tout le monde connaît Quel coup, forcément avec ce genre de pub. Et le résultat est sans appel. Le trafic explose et permet à Quel coup de se positionner comme le guide d'achat leader aux yeux des marchands français. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, l'orage gronde. Le but de Quel coup, c'est de devenir leader sur le marché européen. Et dans cette optique, Pierre Chapaz et son équipe mettent le paquet et cherchent à fusionner avec leurs concurrents. Ainsi, à la fin du printemps 2000, Quel coup a acquis Donde de Comprar et ShopGenie, les concurrents espagnols et anglais, et effectue un recrutement efficace, investit près de 2,2 millions d'euros en communication et poursuivit les embauches à tour de bras. Pourtant, malgré toutes ces réussites, Quel coup rate sa levée de fonds à 30 millions d'euros. D'un coup, la société est au bord de l'arrêt. Pierre Chapaz et Dominique Vidal réalisent qu'il ne reste que 40 jours de cash et qu'à partir de là, ils ne pourront plus payer personne. La pression est trop grande. Pierre Chapaz fait même un malaise au beau milieu d'un restaurant, devant le regard paniqué de Jérôme Mercier. Mais ce n'est pas le moment de lâcher et malgré son état alarmant, Pierre reste convaincu qu'il y a des solutions. Ainsi, les présentations face aux actionnaires espagnols s'enchaînent. Devant cette quasi-mort, la solution était de prendre un virage radical. Quel coup passe alors d'une stratégie marketing audience fond à une stratégie revenu. Et ça marche.
Le 28 juin 2000, Kelko obtient 30 millions d'euros. C'est la plus grosse levée de fonds jamais réalisée en France pour une start-up, évidemment à cette époque-là. Avec ce tour de force, les actionnaires historiques, Banexy Ventures, NetJuice et Innovacom, il y a eu des nouveaux actionnaires qui sont rentrés suite aux acquisitions européennes, augmentent leur participation. Ils détiennent désormais 56% du capital. Forte de son expansion européenne du début d'année et désormais solidement installée sur une trésorerie impressionnante et rassurante pour les marchands, Kelko peut se consacrer à ce qui sera désormais son cœur de métier, le négoce de trafic. Kelko continue de se développer partout en Europe. Kelko Italie est créé, puis il fusionne avec les Norvégiens Zoom IT en septembre 2000 pour un tiers du capital de la société. C'est le prix à payer pour disposer de la meilleure équipe produit d'Europe. Le bilan décembre, ça donne quoi ? C'est 200 collaborateurs répartis sur 8 pays et des filiales en gestation en Finlande et au Brésil. C'est clairement l'âge d'or pour Kelko. Ce qui n'était qu'une petite start-up 13 mois avant est non seulement devenue le leader européen des guides d'achat, mais elle s'est aussi transformée en société pan-européenne. Fin 2000 donc, c'est l'euphorie chez Kelko. Mais au même moment, Pierre Chapaz traverse une violente crise personnelle. Cette dépression va durer plus de 3 mois et l'empêche de travailler correctement. Les derniers mois étaient tellement intenses pour lui qu'ils l'ont éloigné de sa femme et ont fini par être fatales à son couple. Pierre et sa femme Catherine se séparent après 18 ans de vie commune. Pierre est d'autant plus au fond du gouffre qu'il n'obtient pas beaucoup de soutien psychologique de la part de ses collaborateurs. Dominique Vidal, par exemple, compatit assez peu car il ne compte pas entretenir avec Pierre des relations qui ne seraient pas purement professionnelles. Et pour couronner le tout, l'introduction de Kelko en bourse est finalement annulée. Le marché est devenu trop frileux. En 2001, les résultats de Kelko sont en baisse régulière, ce qui impacte fortement le chiffre d'affaires. C'est donc une nouvelle période de crise intense qui commence. En février de cette même année, Kelko perd 2 millions d'euros par mois. Plus le choix, il faut licencier. Mortifiés, Pierre et ses collaborateurs font passer les effectifs de 197 à 107 personnes salariées. Pierre Chapaz tient à se déplacer dans tous les pays pour expliquer la situation et à rencontrer personnellement au moins un tiers des partants en face à face. Il essaie alors d'expliquer pourquoi il n'a pas le choix. En 2001, Kelko fait peau neuve et a droit à une nouvelle version. Enfin, c'est la 5e. Pierre Chapaz, perfectionniste et méticuleux, a mis la pression à ses salariés pour que le service client soit irréprochable. Il traque les bugs dans chaque pays. Le lancement du nouveau site est un véritable succès. Ainsi, Kelko sort la tête de l'eau petit à petit, alors même que fin 2001, Mauricio Lopez et Jérôme Mercier quittent le navire. En 2002, Pierre Chapaz compte atteindre l'équilibre et annonce de bonnes nouvelles. Avec un mois d'avance sur les objectifs, le site réalise une année à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires pour seulement 1 million de pertes. Pierre Chapaz est tellement heureux qu'il communique sa joie dans un email à ses équipes. Team, nous venons de franchir en septembre un palier important dans l'histoire de Kelko. Nous avons atteint pour la première fois l'équilibre d'exploitation. Souvenez-vous de ma présentation à Opio. Nous devions franchir ce seuil en octobre, mais la tendance générale est meilleure que prévu. Nous avons donc 1 mois d'avance. Comme l'expliquait Dominique Vidal, nous sommes aujourd'hui rentables en ce qui concerne notre exploitation. Mais les amortissements techniques importants font que nous ne sommes pas encore profitables. Ce palier tout aussi important devrait être atteint au dernier trimestre 2002. Ce n'est que comme cela que nous gagnerons. Votre coach, Pierre Chapaz. Pourtant, comme toujours, rien n'est gagné et la concurrence est rude. Google lance alors un comparateur de prix gratuit aux US. Évidemment, l'info n'a pas échappé à Pierre, qui surveille ses concurrents de manière compulsive et quasi parano. En réaction, il crée Kelbest, un nouveau site totalement gratuit pour les marchands. Le site est en ligne en 2003. Les lancements successifs du moteur de recherche produit et de la base de données font décoller de façon extraordinaire le trafic entrant et les revenus. En Europe, un internaute sur 10, soit 24 millions de personnes, utilise Kelko. En France,
ce ratio est de 1/4. En 2004, Yahoo vient vers Kelkoo avec une proposition autour de 435 millions d'euros, soit presque le double des indications initiales et surtout 15 fois l'EBITDA, donc le résultat avant impôt, prévu en 2004. Mais cette proposition ne plaît pas beaucoup à Pierre Chapaz. Opposé à lui, Dominique Vidal soutient clairement la vente. Oui ? C'est Pierre, j'entre, faut que je te parle. Pourquoi tu continues les négos avec Yahoo ? Tu retournes la question. Pourquoi tu t'y opposes ? Tu sais très bien pourquoi. Parce que je veux qu'on reste libre, qu'on continue à s'amuser et pas nous enfermer à nouveau dans un truc à la IBM. J'entends. Mais là, Pierre, vu la situation, je crois qu'on n'a pas le choix et qu'une offre pareille, ça ne se refuse pas. Ouais, comme d'hab. Je suis seul contre tous. Finalement, Yahoo va en effet racheter Kelkoo. Pourtant, en raison d'une baisse significative des trafics sur le site, la vente est repoussée et plonge Kelkoo dans de nouvelles heures sombres. Pierre Chapaz monte au créneau et lance alors un ultimatum à son interlocuteur chez Yahoo. Tu te rends compte du mal que tu nous fais ? Du temps perdu pour moi et mon équipe ? Tu nous connais par cœur. Tu sais qu'il n'y a pas de squelette caché dans les placards de Kelkoo. Si vous vous retirez de ce deal, je te donne ma parole que l'on ne se vendra jamais à Yahoo. Et tu as 24 heures pour clore le deal. 24 heures pour signer. Mais même après ça, Carlos Dexeus, un investisseur, hésite encore. Il conteste notamment des détails juridiques. Et là, Pierre met un gros coup de pression en menaçant de partir et d'emmener du monde avec lui. Finalement, la signature a lieu et Chapaz et Vidal se donnent une longue accolade silencieuse pour marquer cet instant de répit, ce moment suspendu après 4 ans de pure folie. Et malgré ce rachat, la société conserve sa marque, ses équipes restent en place et la technologie développée reste la même. Dans un communiqué, Yahoo indique que Pierre Chapaz garde ses fonctions de président de Kelkoo. Après le rachat, Pierre Chapaz reçoit 15 millions d'euros, car il est détenteur encore de 3% du capital. Les autres fondateurs deviennent également multimillionnaires. Pas de doute, c'est une success story et une success story à la française. D'autant plus que Pierre devient le président de Yahoo Europe. Il occupe ce poste en binôme avec Dominique Vidal, l'homme à l'esprit rigoureux, le gestionnaire, le financier, l'homme de toutes les batailles depuis le commencement. Mais toute situation confortable comporte un risque. Le risque de se laisser aller à un confort qui mène à la médiocrité, de se reposer sur ses lauriers, d'être contenté. Que le plus dur ne soit plus à venir et de mener une vie paisible. La prétendue récompense ultime après un dur labeur. Pierre Chapaz se fiche de vivre paisiblement. Pierre Chapaz se reposera dans sa tombe et pas avant. Comme une longue plainte, d'abord lointaine, l'appel de la liberté résonne à nouveau à ses oreilles. Et au bout de 3 mois, Pierre lâche le poste de président de Yahoo et reprend le large. Depuis qu'il a quitté la présidence, Kelkoo sombre lentement dans les abîmes. Et Yahoo va chercher à s'en débarrasser pour un prix dérisoire à côté du montant de l'acquisition. À ce moment-là, Pierre Chapaz est déjà loin, occupé à mener de nouvelles batailles pour de nouveaux projets. Presque comme s'il se renouvelait sans cesse, comme s'il renaissait avec une énergie nouvelle toujours aussi puissante. Il participe au lancement de NetVibes, il aide aussi Bertrand Quesada à créer Wikio. À nouveau, il réalise des opérations de croissance externe et fait évoluer cette jeune boîte à vitesse lumière. Mais ça, comme vous le savez, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Régal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau,
Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalez. Merci beaucoup.